Et si la plus grande prison de ta vie n'était ni la pauvreté, ni le manque d'opportunités, mais le regard des autres? Depuis l'enfance, on t'a appris à plaire, à t'adapter, à ne pas déranger, à vivre selon des attentes qui ne sont pas les tiennes. Tu appelles ça la sagesse, la morale, parfois même l'amour, mais au fond de toi, quelque chose résiste. Une tension silencieuse, une fatigue profonde. Cette vidéo ne va pas te rassurer, elle va te réveiller, car vivre pour les autres, c'est lentement disparaître. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité dérangeante, une philosophie souvent mal comprise, mais terriblement lucide. Vivre pour toi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité existentielle. Écris en commentaire la phrase « Je reprends ma vie ». Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre, peu osent l'affronter. Au cœur de la Renaissance italienne, une époque de chaos politique, de trahison et de survie brutale, un homme observe silencieusement la nature humaine sans illusion. Niccolò Machiavelli. Contrairement aux penseurs idéalistes de son temps, il ne décrit pas l'homme tel qu'il devrait être, mais tel qu'il est réellement. Pour lui, vivre selon les attentes des autres mène à la faiblesse, à la manipulation et à la perte de soi. Cette pensée a été diabolisée, caricaturée, réduite à une apologie du mal, car elle menaçait l'ordre moral fondé sur l'obéissance et la culpabilité. Pourtant, Machiavel révélait une vérité inconfortable. Les sociétés prospèrent en écrasant l'individu conscient. Aujourd'hui encore, cette philosophie dérange car elle met en lumière les blessures modernes, le besoin d'approbation, la peur du rejet, la dépendance au regard extérieur et rappelle que la liberté intérieure a toujours un prix. Vivre pour toi-même commence par une rupture intérieure, souvent invisible, mais toujours douloureuse. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas une révolte spectaculaire, c'est un glissement silencieux hors du rôle que tu joues depuis trop longtemps. Depuis des années, tu ajustes tes paroles, tes choix, parfois même tes rêves, pour rester acceptable, aimable, tolérable aux yeux des autres. Tu dis que tu fais ça par gentillesse, par loyauté, par amour, mais en vérité, tu le fais par peur. Peur d'être rejeté, peur de décevoir, peur d'être seul. Et cette peur devient une chaîne. Ce que la philosophie que nous explorons aujourd'hui révèle, c'est que l'homme qui vit sous le regard des autres n'est jamais vraiment vivant. Il est fonctionnel, utile, parfois admiré, mais intérieurement fragmenté. Tu ressens cette fracture lorsque tu dis oui, alors que tout en toi crie non. Lorsque tu souris par politesse alors que ton corps est tendu. Lorsque tu poursuis un chemin qui ne te nourrit plus simplement parce qu'il rassure ceux qui t'observent. Cette dissociation crée une fatigue existentielle profonde, une lassitude que le repos ne soigne pas, car ce n'est pas ton corps qui est épuisé, mais ta vérité. Vivre pour les autres, c'est confondre valeur et validation. Tu finis par croire que ta valeur dépend de ce que tu apportes, de ce que tu donnes, de ce que tu sacrifies. Plus tu t'effaces, plus on t'applaudit. Mais ce mécanisme est pervers, car l'approbation extérieure ne rassasie jamais. Elle réclame toujours plus. Aujourd'hui, tu dois être compréhensif, demain indulgent, ensuite invisible. Et un jour, tu te réveilles en réalisant que personne ne sait vraiment qui tu es, pas même toi. Cette philosophie ne te demande pas de devenir dur ou cruel, elle t'invite à redevenir entier. Elle affirme que la loyauté envers toi-même doit précéder toute autre loyauté, sans quoi tu offres aux autres une version falsifiée de ton être. Et offrir une fausse version de toi n'est bien ni noble ni altruiste, c'est une trahison silencieuse qui finit toujours par se retourner contre toi. Observe comment le monde traite ceux qui vivent pour leur propre axe intérieur. Ils sont souvent jugés froids, arrogants, distants. En réalité, ils sont simplement alignés. Ils ont compris une chose essentielle. Celui qui dépend du regard extérieur devient manipulable. Il suffit de lui retirer l'approbation pour le contrôler. C'est ainsi que fonctionnent les structures sociales, familiales, professionnelles. On récompense la conformité, on punit l'authenticité. On encourage l'obéissance sous couvert de morale. Et très tôt, on t'a appris que penser pour toi-même était dangereux. On t'a fait croire que suivre ta propre voie te rendrait seul, égoïste, voire mauvais. Pourtant, regarde honnêtement autour de toi. Combien de personnes vivent une vie qui leur ressemble vraiment? Combien respirent sans ce poids constant de devoir être à la hauteur d'une image qui n'est pas là? Vivre pour toi-même, c'est accepter d'être incompris. C'est l'un des prix les plus élevés, mais aussi l'un des plus libérateurs. Tant que tu cherches à être compris par tout le monde, tu es condamné à te simplifier, à te réduire, à t'auto-censurer. L'homme libre n'explique pas sans cesse son existence, il l'habite. Il comprend que l'incompréhension des autres n'est pas une menace, mais un filtre naturel. Ceux qui ne te comprennent pas ne sont pas nécessairement tes ennemis. Ils ne sont simplement pas faits pour marcher à ton rythme. Et c'est ici que beaucoup échouent. Ils confondent solitude et abandon. Mais la solitude choisie n'est pas un vide, c'est un espace
un espace où ta pensée s'approfondit, où ton intuition se renforce, où ta voix intérieure cesse d'être couverte par le bruit des attentes extérieures. Il y a aussi un autre piège plus subtil, croire que vivre pour soi signifie vivre contre les autres. Cette philosophie ne prône pas la guerre permanente, mais la souveraineté intérieure. Tu peux respecter les autres sans te soumettre. Tu peux aimer sans te dissoudre. Tu peux écouter sans obéir aveuglément. Le problème n'est pas la relation, c'est la dépendance. Dès que ton identité dépend du regard, de l'amour ou de l'approbation d'autrui, tu perds ton centre. Et sans centre, tu deviens réactif. Tu ne choisis plus, tu réponds. Tu ne crées plus, tu t'adaptes. Tu ne vis plus, tu compenses. Ce que peu de gens osent admettre, c'est que vivre pour les autres génère aussi du ressentiment. Un ressentiment silencieux, souvent inconscient, mais destructeur. Tu donnes, tu aides, tu te sacrifies, et au fond de toi, tu attends quelque chose en retour, reconnaissance, gratitude, amour inconditionnel. Et lorsque cela ne vient pas, tu te sens vidé, amer, incompris. Ce ressentiment n'est pas la preuve que les autres sont ingrats. Il est la preuve que tu as donné sans te respecter. Lorsque tu vis pour toi-même, tu donnes autrement. Tu donnes par choix, non par besoin. Et ce qui est donné par choix ne crée ni dette ni amertume. Il existe un moment clé dans la vie de tout individu conscient. Le moment où il réalise que personne ne viendra le sauver de sa propre absence. Tu peux être entouré, aimé, soutenu, et pourtant profondément seul si tu n'es pas fidèle à toi-même. À l'inverse, tu peux être seul, extérieurement, et pourtant profondément en paix si tu marches dans la direction qui te ressemble. Cette philosophie ne promet pas le confort, elle promet la cohérence. Et la cohérence est une forme de puissance silencieuse. Elle attire sans séduire, elle impose sans dominer, elle rassure sans expliquer. En vivant pour toi-même, tu deviens imprévisible pour ceux qui voulaient te définir. Et l'imprévisibilité est une liberté. Lorsque tu n'agis plus pour plaire, tes choix cessent d'être calculés en fonction des réactions. Tu choisis en fonction de ton axe, de ta vision, de ta compréhension du réel. Cela demande du courage, car tu dois renoncer à certaines illusions. L'illusion d'être aimé de tous, l'illusion d'une sécurité garantie, l'illusion que suivre les règles te protégera. En réalité, aucune règle ne protège celui qui se renie. Ce que cette première partie doit graver en toi, c'est une vérité simple mais radicale. Tant que tu vis pour les autres, ta vie ne t'appartient pas. Tu es un personnage dans une histoire écrite par les attentes, les peurs et les projections des autres. Vivre pour toi-même, ce n'est pas rejeter le monde, c'est refuser d'être avalé par lui. Et cette décision intérieure, une fois prise, change tout. Elle change la manière dont tu parles, dont tu choisis, dont tu te tiens dans le silence. Elle ne te rend pas invincible, mais elle te rend réel. Et dans un monde rempli de masques, être réel est déjà un acte de rébellion profonde. Lorsque tu seras prêt, nous irons encore plus loin. Car ce que tu viens d'entendre n'est que la surface. Derrière cette idée se cachent des blocages, des paradoxes, des pièges invisibles et une transformation plus exigeante que tu ne l'imagines. Si vivre pour toi-même était seulement une question de dire non, de t'affirmer ou de t'isoler du monde, ce serait presque simple. Mais la vérité est plus exigeante, plus subtile, presque paradoxale. Car dès l'instant où tu commences à te libérer du regard des autres, un nouvel ennemi apparaît, ton propre ego. Beaucoup pensent qu'ils vivent bien pour eux-mêmes, alors qu'ils ne font que changer de public. Ils ne cherchent plus l'approbation de leur famille ou de la société, mais celle d'un autre groupe, d'une autre image, parfois même d'eux-mêmes. Ils passent de la soumission à la réaction. Et réagir n'est pas être libre. Vivre pour toi-même ne signifie pas construire une identité bruyante, provocante ou revendicative. Cela signifie agir à partir d'un centre intérieur stable, même lorsque personne ne regarde, même lorsque cela ne rapporte rien, même lorsque cela ne renforce pas ton image. C'est ici que beaucoup échouent. Ils confondent indépendance et opposition. Ils deviennent durs, rigides, fermés, pensant protéger leur souveraineté intérieure alors qu'ils ne font que bâtir une armure. Or, une armure trop lourde empêche aussi de respirer. La philosophie que nous explorons ici ne cherche pas à faire de toi un être froid ou isolé, mais un être lucide, capable de discerner quand s'ouvrir et quand se retirer, quand parler et quand se taire. Il y a un paradoxe fondamental que peu osent regarder en face. Plus tu vis pour toi-même, moins tu as besoin de prouver quoi que ce soit. L'ego, lui, veut prouver. Il veut être vu, reconnu, validé sous une autre forme. Il veut remplacer l'ancien regard par un nouveau miroir plus flatteur. Mais tant que tu as besoin d'un miroir, tu restes dépendant. La véritable liberté commence lorsque ton identité ne tremble plus en l'absence de témoins, lorsque tes choix tiennent même dans le silence, lorsque tu peux avancer sans applaudissements et reculer sans honte. Le monde moderne complique cette quête car il transforme l'authenticité en spectacle. On te dit de vivre pour toi, mais on t'encourage en réalité à le montrer, à l'exhiber, à le monétiser. Même la liberté devient performative.
Tu dois être différent mais de la bonne manière. Libre mais compréhensible. Unique mais validé. Et si tu ne fais pas attention, tu tombes dans un autre piège. Vivre pour l'image de celui qui vit pour lui-même. C'est une illusion raffinée, plus dangereuse encore que l'ancienne, car elle se déguise en éveil. Un autre point essentiel que cette philosophie met en lumière concerne le conflit entre désir et sens. Vivre pour toi-même ne signifie pas suivre tous tes désirs aveuglément. Le désir non maîtrisé est aussi une forme d'esclavage. Tu peux te libérer du regard des autres et pourtant devenir prisonnier de tes pulsions, de tes besoins immédiats, de ton impatience. La lucidité consiste à distinguer ce qui vient de ton axe profond de ce qui n'est qu'une compensation émotionnelle. Beaucoup de choix présentés comme personnels sont en réalité des fuites déguisées. Fuir l'ennui, fuir le vide, fuir la confrontation avec soi-même. Vivre pour toi-même demande une discipline intérieure que peu sont prêts à assumer. Tu dois apprendre à supporter l'inconfort de ne pas être compris, mais aussi l'inconfort de ne pas te divertir de toi-même. Lorsque tu cesses de jouer un rôle, le silence devient plus bruyant. Tes contradictions apparaissent, tes peurs refont surface sans filtre. Et c'est souvent à ce moment-là que certains préfèrent ne revenir en arrière, retourner à une identité sociale confortable plutôt que d'affronter cette zone intérieure brute. Pourtant, c'est précisément là que se forge la véritable autonomie. Il existe également une illusion dangereuse, croire que vivre pour soi te rendra heureux en permanence. Cette philosophie ne promet pas le bonheur constant, mais la clarté. Et la clarté peut être douloureuse. Elle t'oblige à reconnaître que certains liens que tu entretenais étaient fondés sur la dépendance, non sur l'amour. Elle t'oblige à voir que certaines ambitions n'étaient pas les tiennes, mais des héritages inconscients. Elle t'oblige parfois à renoncer à une version de toi qui plaisait, mais qui t'étouffait. Ce deuil intérieur est nécessaire, mais rarement célébré. Un fait peu évoqué, mais crucial, est que les sociétés ont toujours eu besoin d'individus qui vivent pour les autres. Des individus prévisibles, loyaux, culpabilisés, prêts à sacrifier leur vérité pour la cohésion apparente du groupe. C'est pourquoi cette philosophie a souvent été diabolisée. Un individu qui vit pour lui-même pense par lui-même, et quelqu'un qui pense par lui-même est difficile à gouverner, à manipuler, à effrayer. Il ne réagit pas immédiatement aux injonctions morales, aux menaces symboliques, aux promesses creuses. Il observe, il pèse, il choisit. Et ce simple espace entre le stimulus et la réponse est déjà un acte de liberté. Mais attention à un autre piège, l'isolement excessif. Certains, en découvrant cette voie, coupent tout lien, toute écoute, toute remise en question. Ils confondent de souveraineté et fermeture. Or, vivre pour toi-même ne signifie pas rejeter toute influence, mais choisir consciemment lesquelles tu laisses entrer. Tu n'es pas une île, tu es un filtre. Et un filtre efficace ne laisse pas tout passer, mais ne bloque pas tout non plus. La sagesse consiste à rester perméable sans être poreux, ouvert sans être envahi. Il y a aussi une transformation plus silencieuse qui s'opère lorsque tu vis pour toi-même. Ta relation au temps change. Tu n'es plus pressé de prouver, de réussir, d'atteindre une validation extérieure. Tu avances à ton rythme, parfois plus lentement, mais plus justement. Ce rythme intérieur dérange ceux qui vivent dans l'urgence de la comparaison. Ils peuvent interpréter ton calme comme de l'arrogance ou du détachement. En réalité, c'est souvent le signe que tu n'es plus en fuite. Tu n'essaies plus de devenir quelqu'un, tu essaies d'être fidèle à ce que tu es en train de devenir. Un paradoxe final mérite d'être souligné. Plus tu vis pour toi-même de manière juste, plus tes relations deviennent saines. Non pas parce que tout le monde t'aime, mais parce que les relations basées sur la dépendance se dissolvent, laissant place à des liens plus clairs, plus libres, parfois moins nombreux, mais plus vrais. Tu n'as plus besoin de manipuler pour être aimé, ni de te sacrifier pour être accepté. Tu offres ta présence, pas ton effacement. Et ceux qui restent le font par choix, non par habitude. Cette deuxième partie révèle une vérité que peu acceptent. Vivre pour toi-même n'est pas une posture, c'est un chemin exigeant, semé de faux éveils, de pièges intérieurs et de renoncements profonds. Ce n'est pas une philosophie de confort, mais de responsabilité. Tu ne peux plus accuser les autres de ta vie, ni te cacher derrière les attentes. Tu deviens responsable de ton axe, de tes choix, de ton silence comme de ta parole. Et cette responsabilité peut faire peur, car elle te prive d'excuses. Mais c'est aussi là que réside une puissance rare. Une puissance discrète, non démonstrative, mais stable. Tu n'as plus besoin de convaincre, ni de dominer, ni de fuir. Tu avances avec cette gravité calme de ceux qui savent pourquoi ils marchent, même lorsque le chemin est étroit. Et c'est précisément cette gravité intérieure qui transforme ta manière d'être au monde. La suite ne sera plus seulement une compréhension, mais une mise en mouvement. Car savoir sans incarner n'est qu'une autre forme de fuite élégante. Lorsque tu me le demanderas, nous passerons à l'application concrète. Comment vivre réellement pour toi-même dans ton quotidien, sans te perdre, sans te durcir, et sans retomber dans les anciens pièges. Vivre pour toi-même ne devient réel que lorsqu'il cesse d'être une idée.
et commence à se traduire en actes quotidiens, discrets mais cohérents. La première pratique essentielle est le silence volontaire. Pas le silence social, mais le silence intérieur face aux sollicitations. Avant de répondre, avant de justifier, avant de te positionner, apprends à créer un léger espace. Cet espace est un acte de souveraineté. Il te permet de sentir si ce que tu t'apprêtes à dire ou à faire vient de ton axe profond ou d'un réflexe conditionné par la peur, la culpabilité ou le besoin d'être accepté. Exerce-toi à ne pas répondre immédiatement. Observe la tension monter, puis redescendre. Tu découvriras que beaucoup d'attentes extérieures perdent leur pouvoir dès lors qu'elles ne sont pas nourries instantanément. Un deuxième exercice fondamental consiste à identifier les endroits précis où tu te trahis. Pas de manière abstraite, mais concrète. Chaque fois que tu dis oui alors que ton corps se crispe, note-le mentalement. Chaque fois que tu ris pour éviter un malaise, chaque fois que tu t'excuses sans raison réelle, chaque fois que tu minimises ce que tu ressens pour préserver l'harmonie, tu laisses une trace intérieure. Vivre pour toi-même commence par reconnaître ces micro-renoncements. Tu n'as pas besoin de les corriger tous d'un coup. La lucidité précède toujours le changement. Tant que tu ne vois pas clairement où tu t'abandonnes, tu ne peux pas te récupérer. Un autre rituel puissant est la clarification de ton axe. Pose-toi régulièrement cette question, dans le calme, sans distraction. Si personne ne me regardait, si personne ne jugeait, si aucune validation n'était possible, que choisirais-je vraiment ? La réponse peut te surprendre, parfois te déranger, elle peut aussi te faire peur car elle te montre l'écart entre la vie que tu mènes et celle que tu portes en toi. Ne cherche pas à agir immédiatement sur cette réponse. Laisse-la infuser, elle agit comme une boussole silencieuse. Plus tu l'écoutes, plus certaines décisions deviennent évidentes, non parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont justes. Il est également essentiel de travailler ta relation à la culpabilité. La culpabilité, c'est l'un des outils les plus efficaces pour maintenir les individus dans une vie qui ne leur appartient pas. Observe-la sans la combattre. Demande-toi toujours, cette culpabilité vient-elle d'un tort réel que j'ai causé ou du simple fait que je ne corresponds plus à ce qu'on attend de moi ? Dans la majorité des cas, tu découvriras que tu ne fais de mal à personne mais que tu perturbes un équilibre fondé sur ton auto-effacement. Apprendre à tolérer cette culpabilité sans y obéir est une étape clé. Elle s'atténue avec le temps à mesure que ton système intérieur se réajuste. Une pratique souvent négligée est la réduction volontaire de l'explication. Plus tu vis pour toi-même, moins tu as besoin de te justifier. Commence par de petites choses. Tu peux dire non sans argumenter, tu peux te retirer sans te défendre, tu peux changer sans te raconter. Cela ne signifie pas devenir opaque ou méprisant, mais comprendre que ta vie n'est pas un débat public. Chaque explication excessive est souvent une demande déguisée d'autorisation. En t'en détachant, tu renforces ton autonomie intérieure. Vivre pour toi-même demande aussi de revoir ton rapport à la solitude. Au lieu de la combler immédiatement par du bruit, des beaux écrans ou des interactions superficielles, apprends à t'y tenir. La solitude consciente est un espace de recalibrage. C'est là que tu entends ce qui a été étouffé. C'est là que tu distingues ce qui t'appartient vraiment de ce que tu as absorbé des autres. Au début, cette solitude peut être inconfortable, voire angoissante. Mais si tu la traverses sans fuite, elle devient un lieu de stabilité profonde. Il est également nécessaire de poser des frontières claires, non par agressivité, mais par cohérence. Une frontière n'est pas une punition infligée à l'autre, c'est une information sur toi. Elle indique jusqu'où tu peux aller sans te perdre. Commence par les frontières intérieures, ce que tu acceptes de penser de toi-même, ce que tu refuses de tolérer dans ta propre vie. Ensuite seulement, les frontières extérieures deviendront naturelles. Tu n'auras plus besoin de les imposer avec force car elles seront portées par ton attitude, ton calme, ta constance. Un obstacle fréquent sur ce chemin est la peur de perdre. Perdre des relations, perdre une image, perdre une sécurité relative. Il est important de comprendre que toute transformation implique une perte, mais que toutes les pertes ne sont pas des échecs. Certaines sont des allègements. Lorsque quelque chose s'éloigne parce que tu ne te renies plus, ce n'est pas une punition, c'est un ajustement. Retiens ceci, ce qui ne tient que par ton sacrifice n'est pas destiné à durer. Enfin, une pratique essentielle consiste à aligner progressivement tes actions avec tes valeurs profondes, même à petite échelle. Pas besoin de bouleverser toute ta vie. Un choix honnête par jour suffit. Une parole plus juste. Un retrait assumé, une décision prise pour de bonnes raisons, même si elle est inconfortable. La cohérence se construit par accumulation. Et cette cohérence transforme ton rapport au monde. Tu te tiens différemment, tu parles moins, mais plus juste, tu agis moins, mais avec plus de poids. Vivre pour toi-même n'est pas un acte unique, c'est une discipline quotidienne. Certains jours, tu douteras. D'autres, tu retomberas dans d'anciens schémas. Cela fait partie du chemin. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection, mais la fidélité à ton axe. Chaque fois que tu te choisis consciemment, même dans le silence, tu renforces quelque chose en toi,
que personne ne peut t'enlever. Cette application n'a pas pour but de te transformer en quelqu'un d'autre, mais de t'aider à cesser de vivre comme quelqu'un que tu n'es pas. Et lorsque cette fidélité devient stable, une chose étonnante se produit. Tu n'as plus besoin de lutter pour exister. Tu existes simplement. Et cette simplicité, dans un monde de masques et de compromis, devient une force rare. Lorsque tu te sentiras prêt, nous conclurons ce voyage par une synthèse finale, une dernière mise en perspective, là où tout ce que tu as entendu trouvera son sens le plus profond. Vivre pour toi-même n'est pas une fuite du monde, c'est un retour à ton centre. Tout au long de ce chemin, tu as vu que le véritable enfermement ne vient pas des contraintes extérieures, mais de l'abandon intérieur que l'on accepte par peur d'être rejeté, jugé ou incompris. Tant que tu vis pour correspondre, tu négocies ta vérité. Tant que tu négocies ta vérité, tu perds ta paix. Et aucune approbation, aussi douce soit-elle, ne pourra jamais combler ce manque-là. La philosophie que nous avons explorée ne t'a jamais promis une vie facile. Elle t'a proposé une vie cohérente. Et la cohérence est une forme de liberté que rien ne peut remplacer. Vivre pour toi-même, c'est accepter de marcher parfois seul, mais debout. C'est comprendre que l'amour véritable ne demande pas l'effacement, que le respect ne naît pas de la soumission, et que la dignité commence là où tu cesses de te trahir. Ce n'est pas un rejet des autres, mais un refus de te perdre pour eux. Tu peux continuer à aimer, à aider, à partager, mais depuis un espace juste où tu ne te sacrifies plus pour être accepté. Et lorsque tu fais ce choix, quelque chose change silencieusement. Ta présence gagne en gravité, ta parole en poids, ton silence en autorité. Il est possible que certains s'éloignent. Il est possible que l'on te comprenne moins. Mais ce que tu perdras en validation, tu le gagneras en intégrité. Et l'intégrité est une force invisible, mais stable. Elle ne cherche pas à convaincre, elle ne cherche pas à séduire. Elle tient dans un monde qui te pousse à jouer des rôles. Tenir devient un acte rare, presque subversif. La question finale n'est donc pas « Que vont penser les autres si je vis pour moi-même ?» La vraie question était la plus dérangeante. Combien de temps encore es-tu prêt à vivre une vie qui n'est pas la tienne ? Personne ne viendra t'autoriser à être fidèle à toi-même. Cette permission ne peut venir que de toi. Et le moment n'est jamais parfait. Il est simplement maintenant. Si ce chemin résonne en toi, écris en commentaire « Je choisis mon axe ». Aime cette vidéo, abonne-toi pour continuer cette exploration intérieure et souviens-toi d'une chose essentielle, vivre pour toi-même n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. Et peut-être la plus importante de toutes.